Partons maintenant avec Quentin, guide nature, cheminer entre ces incontournables rochers de granit rose. Ces rochers-là, c'est des formes 100% naturelles. Aucun humain n'est venu tailler le rocher, n'a utilisé de burin ou quelconque outil de sculpture pour lui donner ces formes-là. Ces formes étranges habillent les côtes bretonnes sur 16 km de littoral. Une promenade stimulante pour l'imagination des visiteurs. Oui, moi je venais avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'on escaladait beaucoup tous les rochers et puis on imaginait effectivement quelle forme ça pouvait prendre. C'est sûr que c'est idéal ici pour rêver, pour se laisser porter par toutes ces formes, quoi. Ces rochers roses sont une exception géologique que l'on ne retrouve que dans peu d'endroits sur le globe. Aux Seychelles, en Chine ou encore en Corse. Une rareté qui laisse parfois perplexes certains observateurs. Personne pense qu'on les a sculptés, que quelqu'un les a sculptés. Première réponse, non, c'est du 100% naturel, évidemment. D'autres questions, par exemple, est-ce qu'on les repeint? Est-ce qu'on vient avec notre pot de peinture rose, notre pinceau, et qu'on remet un coup tous les ans à la manière un peu de la Tour Eiffel? Non, pas du tout. Et non, c'est bien la nature qui a laissé ici son empreinte créative. Il y a 2 milliards d'années, le massif armoricain culminait à près de 4000 mètres d'altitude, comme les Alpes actuelles. La fonte des glaciers et l'érosion ont mis à nu des poches de granit rose apparues ici il y a 300 millions d'années. Et comment on explique alors qu'ici les roches soient roses alors que pas très loin elles sont grises? La couleur, tout simplement. Donc on va partir du principe sur le granit, il y a 3 grands composants dans le granit. On a tout d'abord le plus petit, en plus faible proportion, c'est le mica, qui c'est le tout petit point noir qu'on voit quand on regarde le granit de très près, qui est très friable. Juste après, on retrouve le quartz, qui peut avoir une couleur du transparent au blanc grisâtre. Et enfin, le feldspath. Et donc, c'est lui qui va faire intervenir toute la composante de rose. On a un gros taux de fer dans le feldspath, qui, avec donc l'eau, l'air, s'oxyde et a fini par donner une teinte rosée à ce fameux granit. D'accord. Chaque année, 1 million de curieux se laissent charmer par la lumière incomparable qui habille les rochers de Perros-Guirec. La plupart passent sans le voir devant le château de Costa Aires, imposante villa de style néo-médiéval, datant de la fin du XIXe siècle. Le chanteur Léo Ferré y a passé plusieurs étés et a eu tout le temps de contempler la plage de Saint-Guirec, située juste en face. Une bande de sable sur laquelle on retrouve un insolite petit kiosque. Donc voilà l'oratoire de Saint-Guirec. Pourquoi cet oratoire? C'était pour lui rendre hommage. Tout simplement parce que Saint-Guirec, selon l'histoire, la légende, serait arrivé sur cette plage de Pomanac depuis son bateau de granit. Et donc serait arrivé évangéliser cette partie du Trégor. Et voilà aussi pourquoi Perros-Guirec porte le nom de ce saint. Un saint que l'histoire retient comme l'un des plus vertueux de son temps, mais qui a inspiré aux locaux une légende plutôt frivole. L'idée, c'est que les jeunes filles viennent donc planter une aiguille telle que celle-ci, une aiguille de pin ou une aiguille de couture, dans le nez du Saint-Guirec, de cette statue. Et si l'aiguille tient le temps d'une marée, ça signifie que la jeune fille va se marier dans l'année. D'accord. Donc là, comme tu peux voir, en fait... C'est pour ça qu'il a plein de trous. Ah là, c'est ça. Il y a eu tellement de candidates à essayer qu'elles ont fini par épuiser le nez de la statue. Tente ta chance. Oui. Ah, j'essaye. Pour voir si ça rentre bien. Mais non, c'est pas facile. Ouais, ça tient. Mais du coup, tu viendras voir, toi, demain? Ah d'accord, je viendrai voir juste pour toi. Alors. Même si je veux pas me marier, hein, Voilà, mais il faut savoir si ça tient quand même. Laissons là Saint-Guirec et ses jeunes mariés et prenons un peu le large. Cap sur le surprenant archipel des 7 îles, qui émerge à quelques encablures de Perros-Guirec. On va voir des phoques. Là, je pense qu'on va en voir sur les rochers. Là. Parce que là, dès que la mer descend, il y a des jolis reposoirs qui se présentent. Et ils en profitent, ils se mettent dessus. Si les phoques se plaisent bien ici, c'est que le site est protégé. En abordant sur l'île aux Moines, nous entrons sur la seule île visitable de cet archipel. Il s'agit de la plus grande réserve naturelle sur le littoral français, qui accueille d'importantes colonies d'oiseaux marins. Ouais, on va s'approcher de la colonie un peu par le côté ici. Ouais, donc là, on les voit, ils sont installés vraiment sur le pan ouest. Sur cet îlot sauvage, on peut observer des mouettes par centaines
occupés à couver leurs petits. Ici, ils sont assurés de grandir sereinement, même si l'île aux Moines n'a pas toujours été un havre de paix. Notamment pour une autre espèce, le macareux. À l'époque, des sorties, des personnes qui venaient en fait chasser le macareux. Et on avait donc un effondrement de la population des macareux sur l'archipel. Et donc en 1912, déjà, on a à l'époque un rassemblement de beaucoup de personnalités, des scientifiques, des artistes, des gens qui avaient déjà cette fibre un peu environnementale, qui ont vite compris qu'il fallait faire cesser les hostilités. On a pris les bonnes dispositions et on a la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, qui naît ici en 1912, qui d'ailleurs aujourd'hui, on le voit bien, hein, la LPO, son emblème c'est le macareux. Tout est né ici sur l'archipel des Sept-Îles, dans cette petite partie nord des Côtes d'Armor, où des personnes ont été là au bon moment, ont pris les bonnes dispositions pour protéger ce patrimoine exceptionnel. La Ligue de protection des oiseaux, pionnière des associations de défense des animaux, est donc née ici, en Côtes d'Armor. Un département où vivre avec la nature et la préserver est une profession de foi. À 30 km à vol d'oiseau, une autre île a su conserver ses atouts. Plus exotique, l'île de Bréhat est un petit paradis où les visiteurs, le temps d'une journée ou d'un week-end, s'immergent dans un lieu à part. À seulement 10 minutes en bateau du continent, le dépaysement est total. Salut Patricia, ça va bien? Salut Jean-Michel. Ravi de t'accueillir. Moi Bréhat. aussi. Tu connais un peu? Oui, je suis déjà venue, mais c'est vrai que je connais pas tout, donc je suis bien contente de découvrir avec toi. Moi, c'est un plaisir de te faire découvrir les jolis coins cachés Caché, voilà, c'est de ça. l'île de Bréhat. Jean-Michel, guide nature, le sait mieux que quiconque. On peut facilement se laisser happer par les grands classiques de Bréhat. De la panoramique chapelle Saint-Michel au sauvage phare du Pan, les milliers de touristes qui déferlent ici chaque année n'ont pas forcément besoin de sortir des sentiers battus pour tomber sous le charme du lieu. Allez, du coup, on se rapproche du moulin du Birlot, le moulin à marée, ça y est, on l'aperçoit. D'accord. Tout ici respire l'authenticité. Car Bréhat fut en 1907 le premier site classé de France. Dans ce paysage protégé, où chaque pierre et chaque sentier est un plaisir pour les yeux, Jean-Michel privilégie pour ses balades les petits coins plutôt fréquentés par les locaux. Et voilà, c'est le meilleur point de vue pour comprendre pourquoi on parle de l'archipel de Bréhat. Bah oui, c'est magnifique là. Un archipel magnifique, mais dangereux. Surtout ici, autour du port de la Corderie. Il faut imaginer que le port de la Corderie, c'était le port principal de Bréhat, donc le premier port qu'on utilisait. L'inconvénient, c'est que le port de la Corderie, il s'ouvre là-dessus, sur un archipel très dense, avec des courants très forts, qui à certains endroits sont contraires. Et quand tu te dis que les gars naviguaient déjà il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, ils n'avaient pas de phare, ils n'avaient pas de balises, ils avaient des cartes marines qui n'étaient pas détaillées, ils avaient des bateaux moins maniables, ils n'avaient pas de GPS, pas de radar. Bon, les marins de Bréhat, ils étaient reconnus comme étant d'excellents marins. Si j'étais méchant, je dirais qu'ils n'avaient pas le choix, puisque pour rentrer ou sortir de chez eux, de toute façon, il fallait savoir naviguer dans un endroit comme ça. Une particularité qui, à certains moments de l'histoire de France, a fait de Bréhat un refuge pour les marins. Il y a plus de 300 ans, là, les copains anglais, ils n'aimaient pas trop venir naviguer dans tout ça. Comme c'est quand même très largement avec eux qu'on s'est fâché au cours des derniers siècles. Les corsaires, en fait, ont vite établi le fait que le port de la Corderie, c'était un port dans lequel ils pouvaient se protéger. Parmi les corsaires célèbres de l'île, il en est un dont les Bréhatins sont plutôt fiers. On peut évoquer un corsaire qui s'appelait Jean de Coitenlem, qui était originaire de Morlaix, qui s'est installé à Bréhat, qui apprend un jour que plusieurs bateaux anglais arrivent sur Morlaix. Bon, ça lui plaît qu'à moitié, donc il va leur souhaiter la bienvenue. Bon, une bienvenue de corsaire, hein, donc il va les taper dessus. Et puis, comme il est bien chaud, dans son élan, il va remonter en Angleterre. Il va rentrer dans la ville de Bristol, dans le port de la ville de Bristol. Il va piller Bristol. Et il revient ici en se disant qu'on va le féliciter, quoi. Sauf qu'on lui dit, attention, il y a une vraie différence entre un corsaire et un pirate. Et piller un port, c'est un acte de piraterie. Jean de Coitenlem, destiné à être pendu, s'enfuit alors à l'étranger. C'est là qu'il aurait ouvert la voie vers une des plus grandes découvertes de son temps. Donc en fait, il est parti
Et il a été travaillé pour le roi du Portugal. Et on raconte à qui veut bien nous écouter que Jean de Coëtendlam a certainement influencé Christophe Colomb dans l'itinéraire qu'il s'est donné, parce qu'il lui a parlé de la pêche que faisaient les Bréatins au XVe siècle, et on allait pêcher la morue non pas en mer d'Islande comme ce sera le cas plus tard, mais du côté de Terre-Neuve. De là à dire que sans les Bretons et sans les Bréatins, on n'aurait jamais découvert les Amériques. J'irai pas jusque-là, mais bon, on peut presque On peut le dire. essayer. On peut presque le dire. L'autre fierté des habitants de Bréa, bien avérée celle-là, c'est l'étonnante flore qui s'épanouit sur l'île. Voilà une plante sympa à venir observer. On appelle ça un échium. Ça s'appelle aussi de la vipérine. Et ça va monter, alors cette espèce-là va monter comme ça à 3-4 mètres de haut. Et donc elle vient d'où cette plante? Alors l'échium, ça vient des îles Canaries. Ça fait partie de toutes ces fleurs qu'on trouve à Bréa, qu'entre guillemets, on ne devrait pas trouver sur la côte nord de la Bretagne. Mais le climat fait que toutes ces fleurs, elles se plaisent ici. Elles n'ont pas trop froid l'hiver, elles n'ont pas trop chaud l'été. Elles ont ce qu'il faut en pluie, ce qu'il faut en soleil. Ce n'est pas pour rien que l'on surnomme Bréa l'île aux fleurs. Et on sait comment elles sont arrivées ici, ces plantes? Oui, il y a deux arrivées, on va dire, différentes. Bon, il y a les marins, forcément, qui allaient naviguer à droite à gauche et qui ont ramené, au fur et à mesure de leur voyage, plein de fleurs. Et puis, il faut se dire que Bréa a été énormément fréquenté par les artistes. Donc, c'est aussi eux qui ont progressivement amené toutes ces fleurs ici à Bréa. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. On vient à Bréa pour son paysage unique, mais aussi pour sa verrerie. Une activité que l'on ne s'attend pas à voir sur une petite île de 400 habitants. C'est Yves, bréatin de cœur, qui a eu l'idée de créer cet artisanat ici. Bonjour Yves. Bonjour, tu vas bien? Ouais, et je suis très contente de venir visiter les ateliers de verrerie. Oui, il paraît que tu connaissais pas. Non, je connaissais pas. Eh bien voilà, tu vas réparer une grave carence. C'est ça. En fait, ici, on est dans une ancienne enceinte militaire. Car la verrerie de Bréa est située dans un ancien fort datant de 1863. Un bastion qui devait défendre l'île contre les Anglais sous Napoléon III. Quand les militaires sont partis, ils ont rendu la bâtisse à la nature. Quand Yves découvre le site en ruine, il y a une vingtaine d'années, il a alors une vision. Très curieusement, quand j'ai poussé la porte, j'ai vu la citadelle comme elle est maintenant. Tu l'as vu, enfin tu visualisais comme ça. J'ai vu des ateliers, j'ai vu des gens, c'est très Il y curieux. a eu un flash, quoi. Un flash. Tu dis, c'est là qu'il faut que je C'est sois. là, c'est là. Yves va mettre 2 ans à redonner vie à cette citadelle et va vite s'apercevoir que son histoire est intimement liée aux habitants de l'île. J'ai rencontré des gens qui sont venus ici après la réhabilitation et qui m'ont dit « Moi, je suis né là ». Ou bien j'ai habité avec ma famille à cet endroit-là. D'accord. Et ces gens-là étaient très émus de voir que cette ruine revivait. Et moi, j'étais content pour eux parce que c'était une rencontre, une vraie rencontre entre des gens qui avaient vécu ici et nous qui étions en train de redonner vie à ces dalles. Après 17 ans d'activité, la verrerie est réputée dans le monde entier pour ses poignées de porte, ses boules d'escalier et ses luminaires. De grandes maisons de couture et quelques-uns parmi les plus grands palaces du globe viennent se fournir chez Yves. Donc ici, on ouvre le four de fusion. On sent la chaleur? Oui, on sent bien, oui. Il est à 1150 degrés et on prend du verre en fusion dans ce four. La quantité nécessaire, donc la qualité du verrier, le talent du verrier, c'est de savoir ce dont il a besoin. Là, il est en train d'évacuer le trou. D'accord. Trou de verre, voilà. Il tourne toujours la canne et le verre au bout de la canne de façon à ce qu'il reste droit, horizontal. Sinon, s'ils arrêtent de tourner, ça va être comme du caramel mou et ça va Et tomber. ça tombe. La phase la plus délicate dans le travail des verriers de Bréa, c'est la finition. Chaque pièce doit être calibrée et cela se fait avec un simple papier journal. Le principe est le suivant. Lorsque le verre en fusion va toucher le papier journal imbibé d'eau, il va y avoir un film de vapeur qui va se dégager instantanément. Et ce film de vapeur va protéger la main du verrier. Ah oui. Il faut qu'il continue à bouger, bien sûr. S'il ne bougeait pas, ça va bien. Mais là, c'est suffisant. Et le journal suffit. Le journal suffit. Les équipes d'Yves développent en permanence de nouvelles créations sur l'île.
Des objets de verre qui partiront bientôt aux 4 coins du monde, porter haut les couleurs de Bréa. Il est temps maintenant de revenir sur le continent, à Paimpol plus exactement. Patricia tient à nous faire découvrir un lieu unique et chargé d'histoire, situé à quelques centaines de mètres du centre. Posé dans un décor romanesque, ce lieu de promenade où il fait bon flâner, c'est l'abbaye de Beauport, dont Françoise est la directrice. Bonjour Patricia. Bienvenue. Ouais, je suis contente d'être là. Bah ouais. Fondée en 1202 par l'ordre des Prémontrés, elle a abrité pendant 6 siècles des chanoines qui furent au début de sa création très influents dans la région. Mais à la Révolution française, l'abbaye va connaître une nouvelle vie. En 1793, l'abbaye est fermée, les chanoines sont dispersés et l'abbaye va être vendue en morceaux aux enchères. Il faut attendre le 19e siècle pour que 2 amoureux du patrimoine, dont les tombes sont encore présentes dans l'église, se prennent de passion pour l'abbaye de Beauport. Mélanie Morand, issue d'une riche famille d'armateurs paimpolais, et son mari, le comte Napoléon Poninski. Mélanie et son mari vont vraiment œuvrer pour la conservation des lieux. Alors que l'abbaye avait été vendue en plusieurs lots, ils vont racheter tous les lots. Et grâce à leur correspondance avec des historiens, eh bien, ils vont sensibiliser Prosper Mérimée, qui est le premier inspecteur des monuments historiques en France. Et Prosper Mérimée va venir ici et tomber amoureux des lieux. Et il va faire classer l'abbaye de Beauport sur la première liste des monuments historiques, la liste de 1862. Donc on est avec de très grands bâtiments, on est sur la même liste que Notre-Dame de Paris, etc. Mélanie Morand et le comte Poninski ont en fin de compte gagné leur combat pour la conservation de l'abbaye. Une victoire qui aujourd'hui se révèle à double tranchant. Je crois qu'à l'époque, ils avaient espéré bénéficier de la quiétude des lieux. Bon, aujourd'hui, ils sont accompagnés par 50 000 visiteurs qui viennent leur rendre visite chaque année, mais bon, au moins, ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas oubliés. L'abbaye de Beauport, c'est aussi des jardins à la beauté intemporelle et des marais maritimes d'exception, choyés par le Conservatoire du Littoral. À 30 minutes de l'abbaye, sur le point le plus septentrional de Bretagne, nous poursuivons notre découverte du bord de mer costarmoricain avec une curiosité géologique. Cette bande de sable étroite, de 3 km de long, c'est le sillon de Talbert. Un amas de résidus rocheux généré par la dernière glaciation et qui est resté seul émergé après la remontée du niveau de la mer. Patricia vient très souvent ici se ressourcer, seule face à la nature. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son amie Claire. Salut! Tu vas bien? Oui, toi. Ça va, très bien. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Eh ben, on va aller voir les algues là, au sillon du Talbert, parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses à voir. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Allez, je t'emmène. allons-y. C'est parti. La passion de Claire, c'est l'algue. Pour elle, le sillon de Talbert est un terrain d'observation privilégié, car à marée basse, elle peut étudier les quelques 700 espèces d'algues présentes ici. C'est vraiment le plus grand champ d'algues en fait, d'Europe ici. Donc, et c'est pour ça qu'aussi que le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues, s'est implanté. Alors c'est pas que pour cette raison, mais en tout cas c'en est une, pour justement faire toutes les recherches sur les algues. Alors aussi bien dans l'alimentaire, mais on utilise des algues aussi dans différentes industries. L'industrie pour remplacer la pétrochimie pour faire des plastiques, dans les textiles, dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, dans plein de choses. On le voit de plus en plus. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu en manges pratiquement tous les jours, tu en portes tous les jours, tu en utilises tous les jours sans le savoir. Comme cette Chondrus crispus, utilisée pour la fabrication de médicaments ou appréciée en cuisine pour son pouvoir gélatinisant. Riche en vitamines, oligo-éléments et antioxydants, la plupart des algues sont comestibles et ont chacune un goût particulier. Alors si, il y en a une là qui est échouée, mais qui est super intéressante. Voilà, c'est une algue rouge. En fait, on l'appelle la dulce, Palmaria palmata, de son petit nom. Donc ça, c'est l'algue par excellence qui est préférée justement des gastéropodes et notamment des ormeaux. Donc c'est une algue qui est prisée par tout le monde et par nous aussi.
parce On la qu'elle mange. elle est très très bonne celle-ci. Elle est très très bonne. Elle a un petit goût léger de crustacés. Et on peut la marier aussi bien dans des plats salés que sucrés. Moi je la prépare dans des desserts et elle est vraiment très très bonne. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Hein, c'est pas mal, hein? Pas mal. Je pensais que c'était plus fort. En plus, elle est croquante. Mm. C'est autant le goût que la texture qui est intéressante. Ouais, c'est agréable en plus. Ouais. Ouais. Côté gastronomie, les Côtes d'Armor ne manquent pas d'atouts. Pour s'en rendre compte, il faut revenir plus au sud et se laisser porter par la marée vers le port en eau profonde de Saint-Quay-Portrieux. Suivons Patricia sur les pontons à la rencontre d'un de ses plus sympathiques équipages. Bonjour Patricia. Hop là. Ça va? Bien. Et toi? Ça va. Bon. On est prêt à partir? Ouais. Embarquement immédiat sur le chalutier de Jean-Michel, qui pêche l'un des produits phares de la baie de Saint-Brieuc, la palourde rose. Juste le temps de passer devant les îles Saint-Quay et c'est parti pour 1 heure de route, direction la pleine mer. Les gisements de palourde se trouvent entre 20 et 40 mètres de profondeur. En chemin, une question titille Patricia. Et du coup, ton bateau s'appelle la Margouille. Pourquoi? Parce que c'est un surnom en fait que me donnait mon père qui était également pêcheur. Parce que quand j'allais en mer, petit, je passais mon temps à dormir tout le temps. Donc la margouille, c'est un nom qu'on donne aussi aux margates, aux sèches en fait. Et vu que je passais mon temps à dormir comme une margate, donc il m'a appelé la margouille. Et puis voilà, le surnom est resté, quoi. D'accord. Aujourd'hui, Jean-Michel n'a plus le temps de dormir durant la pêche. La drague plonge toutes les 15 minutes et revient le ventre plein de palourdes roses. On la renvoie au fond et on trie, le temps d'une autre session de drague, et ainsi de suite. Les 40 bateaux de pêche de la baie doivent chacun ramener 7 tonnes par semaine. De mai à septembre, impossible de louper ces bons fruits de mer sur les marchés environnants. Bon Patricia, t'es prêt pour une dégustation alors? Ah oui, j'attends que ça. Hop. Voilà. Je vais en goûter une aussi, moi, tant qu'à faire. Hein. Donc, tu vas avoir le goût iodé, bien sûr, au départ du sel, de l'eau de mer. Et après, tu vas avoir un goût très sucré, normalement. Ah, j'ai senti le bien sucré, ouais. Le bien sucré, ouais. Ouais, c'est merci. Je vais la gaver, elle aura plus faim ce midi. Ça, on aura plus pour nous. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de les cuisiner, les palourdes? Oui. Alors, pour les plus courageux, ils pourront les ouvrir et les faire farcir pour les faire au four, comme les frères ou les palourdes grises. Après, pour les plus gourmands, tout simplement comme les moules à la marinière. Après, on peut rajouter roquefort, curry, tomates, enfin, toutes les sortes. Voilà qui devrait vous mettre en appétit. Si vous passez dans ce coin des Côtes d'Armor, nul doute que vous sacrifierez vous aussi au rituel de la dégustation de fruits de mer fraîchement pêchés.